Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très heureux d'être là. Alors, je vous propose en fait, comme propos inauguraux, de mettre en perspective l'éducation à l'esprit critique à travers mes compétences d'historien, en procédant en fait de manière assez schématique en 3 temps, et qui permettrait de poser quelques balises. Voir en fait tout d'abord comment l'histoire en tant que discipline poursuit un projet d'éducation à l'esprit critique. Dans un deuxième temps, dans quelle mesure on a retrouvé cet objectif dans l'histoire scolaire. Et enfin, aborder dans un dernier temps quelques enjeux relatifs aux théories des complots, qui se posent à la fois d'un point de vue scientifique et didactique. Alors tout d'abord, quelques mots généraux sur la place de l'esprit critique en histoire. Alors, parmi les différentes disciplines dans lesquelles l'esprit critique, qu'on peut définir comme une compétence qui mobilise des ressources pour savoir ce qu'il est raisonnable de croire ou de ne pas croire, figure l'histoire. Et je m'appuie ici sur un livre qui est fondamental de ce point de vue, qui s'appelle 12 leçons sur l'histoire de l'historien Antoine Pro. Et alors, Antoine Pro, en fait, de manière très fondamentale, rappelle que ce qui différencie l'historien professionnel de l'historien amateur ou du romancier, c'est la critique des sources. Thucydide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, fonde la discipline historique en décidant, pour raconter la guerre du Péloponnèse, d'avoir un doute vis-à-vis du récit des acteurs, qui ne doivent pas être crus sur parole. Leurs témoignages doivent être confrontés pour en extirper la vérité. Et alors, avec des éclipses, avec des allers et des retours, cette pensée critique a été le fil structurant du développement de l'histoire, avec sans doute des développements fondamentaux au 19e siècle, avec ce qu'on a appelé les historiens méthodiques, parmi lesquels Charles Ségnobos, qui a ces quelques lignes que je veux vous partager pour mémoire parce que je les trouve très inspirantes, et elles montrent que cette problématique de la crédulité ne sont pas nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez le bon écran. Oui. Donc la Ouais. critique la critique est contraire à la tournure normale de l'intelligence humaine, à la tendance spontanée de l'homme est de croire ce qu'on lui dit. Il est naturel d'accepter toute affirmation, surtout une affirmation écrite, plus facilement si elle est écrite en chiffres, encore plus facilement si elle provient d'une autorité officielle, si elle est, comme on dit, authentique. Appliquer la critique, c'est donc adapter un mode de pensée contraire à la pensée spontanée, une attitude d'esprit contre nature. Il faut l'appliquer sans relâche à tous les instants du travail historique. Il faut que cette allure contre nature devienne une habitude organique. On n'y parvient pas sans effort. Le mouvement spontané d'un effort d'un homme qui tombe à l'eau est de faire tout ce qu'il faut pour se noyer. Apprendre à nager, c'est acquérir l'habitude de réfréner ces mouvements spontanés et de faire des mouvements contre nature. Alors, ce premier passage qui est très inspirant, qui montre en fait que cet esprit critique s'acquiert par l'habitude, par l'entraînement pour qu'il devienne une vertu. Et puis ce deuxième passage que je trouve aussi très actuel dans le contexte actuel, c'est ce paragraphe ici. L'impression spéciale produite par les chiffres est particulièrement importante en sciences sociales. Le chiffre a un aspect mathématique qui donne l'illusion du fait scientifique. Spontanément, on tend à confondre précis et exact. Une notion vague ne peut être entièrement exacte. De l'opposition entre vague et exact, on conclut à l'identité entre exact et précis. On oublie qu'un renseignement très précis est souvent très faux. Et ça, cette grille de lecture, on peut l'appliquer à beaucoup de fake news qui circulent sur Facebook, qui euh, sont truffés de chiffres, de précisions scientifiques qui donnent une impression de crédibilité et qui pourtant servent à colporter de fausses informations. Alors, la méthode, en fait, pour faire simple, des historiens, elle est assez simple. Il y a tout d'abord, en fait, quand on a à faire un document, une critique externe, c'est-à-dire est-ce que le support est crédible avec l'époque qu'il prétend représenter. Par exemple, un diplôme mérovingien fait sur du papier doit attirer la vigilance de l'historien à une époque où seul le parchemin existait. Deuxième élément de critique, c'est la critique interne du document.
vérifier sa compatibilité avec ce qu'on sait de la période. Est-ce qu'il est cohérent ou non? Alors, il y a un exemple célèbre d'un faux tract du Parti communiste qui sert, fabriqué en 1945 pour accréditer l'idée qu'il avait développé une résistance dès juillet 1940. Donc c'est un tract qui a été considéré comme authentique euh, à la Libération, jusqu'à ce que des historiens aient remarqué qu'il possédait des noms de ministres qui avaient été nommés le 13 juillet, alors même que le tract se présentait comme ayant été publié le 10 juillet 1940. Et donc ce petit détail a semé le doute et a permis en fait de reconstruire la généalogie du document et de voir en fait les conditions de sa production. La critique interne, c'est aussi confronter un document avec les autres écrits qu'on connaît de cette personne. Est-ce qu'on retrouve son style ou son point de vue habituel? C'est en fait très précieux quand on reçoit par exemple un texte prétendument signé d'un homme politique bien connu via WhatsApp, que de s'interroger sur sa cohérence ou non avec les autres textes produits par le personnage. Alors ça pose des problèmes aujourd'hui, peut-être nouveaux, avec les techniques de ce qu'on appelle le deepfake ou avec l'intelligence artificielle, puisque on est capable aujourd'hui, en rentrant le corpus d'un auteur, de produire un texte qui imite son style ou de faire des vidéos qui reprennent en fait, en les séquençant, les mimiques ou les expressions d'un personnage et donc de plaquer le visage d'un personnage sur le corps d'un autre acteur. La troisième et dernière opération, bah, c'est la critique toujours de l'acteur. Les historiens se posent deux questions fondamentales, qui est l'historien l'auteur a-t-il des bonnes raisons pour ne pas être objectif, ce qu'on appelle la critique de sincérité. Dans des mémoires, par exemple, il y a des fortes chances pour que l'auteur cherche à tirer la couverture à lui. Donc, il y a vraiment une vigilance qui s'impose. Et puis, la critique d'exactitude qui se demande s'il était à la bonne position pour disposer des bonnes informations. Alors, je voudrais maintenant en fait me demander dans quelle mesure l'histoire scolaire euh, reprend ses objectifs d'esprit critique. C'est mon deuxième point. Alors, la question en fait est assez compliquée puisque l'histoire scolaire a toujours, enfin, depuis la Troisième République, poursuit deux objectifs partiellement contradictoires. Le premier, c'est créer de l'appartenance. C'est l'héritage d'Ernest Lavis, auteur du Petit Lavis, un manuel iconique de la Troisième République. L'histoire doit forger des citoyens pénétrés de leurs devoirs, qui aiment leur drapeau. C'est des citations. Et donc, il s'agit à travers l'histoire de souder la communauté nationale, de véhiculer un roman national qui permette l'identification. Et parallèlement, l'école républicaine a eu aussi le souci de développer l'esprit critique. On retrouve en fait cette préoccupation dans les instructions de 1923 pour l'histoire à l'école primaire. Je cite, le fait d'apprendre à lire un document en histoire permet aux citoyens d'apprendre à lire un article de journal. Donc il y avait l'idée, dès ces années 20, dès cet entre-deux-guerres, que l'apprentissage de l'histoire avait aussi pour but de former des citoyens critiques. On retrouve aujourd'hui ces deux finalités, même si l'apprentissage des méthodes critiques est explicitement mentionné. L'idée de construire un sentiment d'appartenance à différents collectifs à l'échelle française, européenne, mondiale est encore présente. Et donc, les enseignants se retrouvent parfois à naviguer entre ces deux impératifs qui sont articulés différemment selon les âges. Il y a encore une idée solidement ancrée qu'on peut résumer sous le principe les bases d'abord, qu'en primaire, les élèves en élémentaire doivent apprendre, en fait, construire des représentations, même si elles sont inexactes, doivent en fait recevoir des grands récits qu'ils seront capables de critiquer dans un second temps quand leur maturité sera davantage développée. Donc il se pose la question de la pertinence ou non de démarrer une démarche critique dès le plus jeune âge.
Alors, je voudrais, dans ce dernier point, parler de la question des théories du complot, qui est un problème qui intéresse à la fois l'histoire savante et l'histoire scolaire. Et comme vous le savez, la théorie du complot, c'est un récit pseudo-scientifique qui donne une interprétation alternative à la version réelle des faits, qui explique des phénomènes compliqués ou perturbants par l'action d'un groupe caché. Et les promoteurs d'une théorie du complot se considèrent comme initiés par rapport à la masse, qui n'arrive pas à prendre conscience qu'on la trompe. Alors, l'histoire donne des outils intéressants pour analyser ces théories du complot qui ne sont pas nouvelles. Par exemple, des travaux récents sur les protocoles des sages de Sion, un faux fabriqué en 1903-1905, censé révéler un plan juif pour dominer le monde. Il a été construit en fait en Russie en 1903-1904 et il va trouver un écho mondial en 1917 au moment de la Révolution russe et de la déclaration Balfour par laquelle les Britanniques reconnaissaient la légitimité de l'existence d'un État juif en Palestine. Et donc ces deux événements qui paraissaient euh, comme par hasard se produire de manière concomitante ont été vus comme la preuve de la véracité de ce document. Ce document, en fait, permettait de trouver une explication simple à des phénomènes perturbants. Alors, donc voilà, et ces travaux, en fait, sont très intéressants parce qu'ils montrent, par rapport que Protocole des Sages de Sion, leur caractère faux a été établi dès 1921 de manière tout à fait convaincante, mais ceux qui adhéraient au protocole des Sages de Sion ont considéré que eh bien, ce discours sur la fausseté du document était une partie du complot et qu'elle montrait en fait le contrôle juif de la presse. Et donc, ça montre que dès ces années 1920, finalement, les théories du complot sont celui qui est enfermé dedans, finalement, ne peut pas en sortir, puisqu'il y a un raisonnement tautologique qui fait que tout élément qui affaiblit la théorie est vu comme part du complot qu'on essaye de démasquer. Alors, du point de vue scolaire, ce qui est intéressant, c'est que euh, les théories du complot touchent toutes les tranches d'âge, mais selon un sondage France Info IFOP de 2019, davantage les plus jeunes. Alors, les moins de 18 ans ne font pas partie de l'échantillon, mais d'après ce sondage, les 18-24 ans sont 28% à être très perméables aux théories du complot. Alors, le sondage consistait à présenter 10 théories du complot qui allaient de le ministère de la Santé et de mèche avec l'industrie pharmaceutique à les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et parmi en fait, ces 10 théories du complot, eh bien, 28% des 18-24 ans adhèrent à l'une d'entre elles, contre seulement 9% des 65 ans et plus, avec une moyenne à 21%. Alors, entre parenthèses, il n'y avait que 35% des Français qui ne croyaient à aucune des 10 théories, ce qui montre quand même que finalement, nous sommes tous un peu complotistes et que c'est un raisonnement qui est extrêmement répandu. Alors, pour nuancer ces résultats, ce qu'il faut noter, c'est que les adolescents sont très réceptifs pour des raisons diverses, le besoin de s'opposer au monde des adultes, la nécessité de construire sa propre vision, mais qui sont beaucoup plus plastiques, c'est-à-dire qui sont, contrairement aux plus âgés, beaucoup moins enfermés dans ces théories du complot et capables d'en sortir. Ça fait partie un peu d'un processus initiatique qui fait qu'on explore différents types de récits avant de se cristalliser sur l'un de ces récits. Et donc c'est un âge de malléabilité qui fait que l'intervention éducative a toutes ses chances et sera beaucoup plus compliquée sur des 65 ans et plus. Alors, euh, pour terminer, parce que le temps tourne peut-être, juste du point de vue éducatif, ce qui marche du point de vue de ces théories du complot, alors il y a plein d'articles qui ont fleuri dans les médias, notamment à l'approche de Noël, sur comment survivre au repas de Noël avec mon beau-frère complotiste, ou comment convaincre ma belle-mère que
voilà, le Covid n'est pas un grand complot. Et euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue éducatif? Alors, l'idée première, c'est de se placer sur le terrain des faits, peut-être judicieux, mais en privé et non pas en grand groupe, pour ne pas faire perdre la face à son interlocuteur. Il y a des exemples finalement d'utilisateurs de Twitter convaincus d'un complot de Big Pharma qui changent d'avis après avoir discuté en messagerie privée avec la communauté des sceptiques qui luttent contre les croyances irrationnelles sur des documents qui pointent l'inconsistance du discours sur certains points. Donc, une discussion en privé sur certains points très précis. Alors, ce qui peut faire basculer quelqu'un hors de la théorie du complot, c'est aussi quand il rencontre une théorie du complot qui rentre en contradiction avec l'un de ses domaines d'expertise. Par exemple, il y a le témoignage de Sylvain sur Le Monde qui raconte qu'il était un fan des théories du complot jusqu'à ce qu'il rencontre une vidéo racontant pourquoi les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune. Et là, en fait, il découvre que malgré la précision des chiffres, c'est des tissus d'absurdité. Et de fil en aiguille, ça déconstruit en fait son goût, son appétence pour ce genre de récit. Il anime aujourd'hui un site de décodage de théories. Deuxième élément, c'est la démarche épistémologique qui consiste à permettre à la personne de s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle croit dans ces théories sans exercer de jugement. Et puis, voilà, dernière approche qui serait davantage psychanalytique, qui est développée notamment par Julien Cueil dans son livre Le symptôme complotiste, c'est de voir en fait l'adhésion aux théories du complot comme une sorte de volonté de reprendre l'autonomie dans sa vie par rapport au pouvoir, par rapport aux discours officiels, et donc entendre le besoin qui se cache derrière pour y répondre au-delà d'une réponse purement factuelle et scientifique. Alors, les ressources scientifiques, les ressources pédagogiques sont diverses, vous en connaissez sans doute un certain nombre, comme le site du gouvernement ontemanipule.fr. Alors, on peut se demander si le fait qu'il y ait une terminaison gouvernement.fr peut convaincre ceux qui, par principe, considèrent que les pouvoirs font partie du complot. Je vous montre juste en écran partagé à quoi il ressemble. Vous avez notamment un détecteur des théories du complot qui propose de passer le complot à travers une série de filtres pour voir si cette théorie est ou non crédible. Ce qui est intéressant, c'est que ça pose le fait qu'une théorie du complot n'est pas forcément erronée dès le départ. Il y a de fait, en fait, eu des complots historiques, et de fait, la théorie du complot peut être valide. C'est quand elle devient finalement un cadre théorique qui ouvre toutes les portes, qu'elle devient problématique. Et puis, une autre ressource qui, pour terminer, qui peut être intéressante, c'est en fait monté en partenariat avec l'Université de Cambridge, goviral.com, qui est un jeu en fait qui propose d'apprendre à construire des fausses informations sur Internet. Donc, il propose en fait de se mettre dans la peau d'un propagateur de fake news en voyant quels sont les mécanismes les plus efficaces pour obtenir des likes à travers le jeu de rôle. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention et donc je passe la parole à Anne Lémence. Juste, je vais prendre 2 secondes la parole. Est-ce que Charles, tu pourrais peut-être mettre dans le chat les liens vers les sites que tu as proposés, voire éventuellement ton document, si tu le mets dans le chat, les gens devraient pouvoir le récupérer s'ils le Ouais, souhaitent. Je crois que ça correspondait à tes demandes. ok. Voilà, et puis ensuite, eh bien, ça n'est pas moi qui ai la parole, mais Régis. Ah, excuse-moi. Merci Anne, merci, Et merci Régis, Charles. j'ai oublié de Ouais. parler du colloque post-vérité, donc Oui, je te mais laisse le faire. ouais, on peut le faire, on pourra le faire brièvement. Oui, en écho à ce que vient de dire Charles, effectivement, nous organisons dans le cadre de l'IUF, avec quelques collègues,
Charles y participe ainsi qu'Anne d'ailleurs, un colloque précisément sur des enjeux de post-vérité et les questions, les problèmes, les enjeux que ça pose pour la démonstration scientifique, et y compris pour le champ de l'éducation et de la formation. Donc, c'est un colloque qui aura lieu en octobre à Bordeaux et qui est ouvert à tous. Donc, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Évidemment, on a commencé à le faire, mais on peut mettre, si tu veux, d'ailleurs, Charles, tu peux le faire, le lien dans le chat pour vous en informer. Alors, je prends le C'est la semaine relais. du 6 Hein, octobre ouais. 2021. Je prends le relais et je vous remercie à mon tour pour votre invitation. Et moi, je vais m'appuyer en fait pour prendre un peu partie en charge la question qui nous est posée, qui est essentielle, prendre appui sur deux rapports qu'on a produits récemment. L'un pour le Parlement européen sur les grands défis finalement contemporains de l'éducation et de la formation, et l'autre toujours sur un plan international, européen et international, la question de la formation continue des personnels d'éducation. Et l'un dans l'autre, notamment par le point de vue précisément international sur ces questions, ces deux contributions, donc, dont je mettrai aussi trace des liens qui y mènent dans le chat, peuvent peut-être, avec d'autres, parmi d'autres, concourir à éclairer certains enjeux d'une éducation à l'esprit critique qui croise, au-delà même de la France, des enjeux de formation citoyenne active, pragmatique. Et c'est un des éléments qui caractérise ces évolutions dans la prise en charge de l'exigence de production, de construction d'un esprit critique chez les élèves, c'est qu'elles sont de plus en plus orientées, ces politiques et ces pratiques, sur des enjeux sociétaux concrets. Et selon une réflexion qui est plus ou moins avancée selon les pays, mais qui oblige aussi à reconsidérer la place des disciplines, de leurs liens entre elles, de repenser aussi la question des curricula, des personnels aussi impliqués, hein, des enseignants, mais aussi peut-être plus largement les personnels éducatifs, que ce soit les personnels d'encadrement, les professeurs documentalistes, etc., mais aussi les liens avec les familles dans ce contexte. Parce que classiquement, en tout cas sous nos cieux, la question de la formation citoyenne, et même d'une certaine manière, une sorte d'émancipation par l'école, est passée historiquement sur un idéal de séparation, hein, de séparation précisément entre l'école et la société. Or, aujourd'hui, la question de l'esprit critique tente à s'affirmer non plus sous l'angle de la réflexion spéculative, ou pas seulement, aussi bien sûr, notamment à travers des outils, mais aussi par l'application, pourrait-on dire, de ces outils, de ces compétences sur des enjeux sociétaux très concrets, qu'il s'agisse évidemment des médias, de l'information, du développement durable, de la santé, j'en passe. Au fond, dans ce contexte-là, il y a une conception qui est à la fois plus participative, plus pragmatique, et qui se déploie notamment à travers ce qu'on identifie. C'est tout un champ de recherche aussi et de formation qui se développe et que vous connaissez par le terme d'éducation A. Or, ces éducations A, on aurait tort sans doute de les considérer comme radicalement nouvelles, parce qu'au fond, les outils qu'elles mobilisent sont finalement ceux qui sont, avant même leur affirmation dans le champ scolaire de ces éducations A, mis en œuvre dans l'école et par les enseignants. C'est-à-dire les questions d'argumentation, de délibération, d'éthique aussi, la capacité que l'on a en tant qu'élève ou qu'individu éclairé à accueillir la parole de l'autre et à exprimer la sienne, sans que cette confrontation aboutisse à de la violence. Eh bien, ça fait partie d'une certaine manière de cela. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette parole est appelée à s'exprimer, à se déployer d'une manière peut-être moins verticale que dans le passé, et aussi par rapport à des échelles d'interrogation qui ne sont plus exactement les mêmes. Charles faisait référence à l'espace national comme l'espace, enfin, l'horizon naturel, en quelque sorte, de l'éducation citoyenne.
qui est une partie, en quelque sorte, de l'éducation à la pensée critique, mais aujourd'hui, on est tendu entre différentes échelles, entre des échelles globales, celles de précisément, on parle d'ailleurs de citoyenneté globale, de l'environnement, de la santé, des choses qui ne sont pas euh, forcément rattachées à des territoires, encore moins nationaux, mais aussi qui sont tendues entre le global et le local, c'est-à-dire un rapprochement de plus en plus, y compris dans les curricula, de contextes locaux, pour donner aussi de la concrétude à ces enjeux à travers voilà, la question des territoires, de la ville, du quartier, de l'écoquartier, etc. Et la question de la santé aussi euh, accompagne ce mouvement. Alors, sur ce plan, et parce qu'il y a beaucoup de travaux dans tous les pays et dans toutes les langues sur ces éléments qui posent question, alors, certains éléments qui sortent de nos rapports et qui s'appuient aussi sur un état de la littérature montrent au fond que cette promotion de l'esprit critique, notamment à travers les éducations A, trouble à la fois, stimule et trouble l'école et les enseignants, et trouble l'école dans ses dimensions à la fois curriculaires, de ce qu'on pourrait appeler la forme scolaire, et bien sûr, et on insistera sur ce point, du point de vue qui nous réunit, sur la formation des personnels, des enseignants et de l'ensemble des personnels d'éducation. La question des dimensions curriculaires, la conception des savoirs scolaires et de leur transmission est évidemment chahutée, en tout cas interrogée par ce mouvement, puisque, au fond, avec la promotion d'une conception de l'éducation à un certain nombre de compétences et à un certain nombre de pratiques sociales, eh bien, on est à la fois sur des compétences qui relèvent de la réflexivité critique, mais aussi du partage d'un certain nombre de pratiques et comportements sociaux concrets qui débordent au fond de la classe et de l'établissement pour s'exprimer en acte dans la société. Et donc, c'est une manière de dire que l'éducation à l'esprit critique ne peut plus relever, pas plus de la culture générale que de l'exercice d'une pensée critique spéculative, pas plus que simplement à une connaissance des institutions, des enjeux de société. Ce n'est plus simplement de l'ordre de la connaissance, mais bien effectivement de la préparation à une vie sociale marquée par des compétences voilà, autour des grands enjeux de société. Alors du coup, ça transforme effectivement, deuxième point que je voulais interroger et souligner et mettre en discussion, c'est la forme scolaire, c'est-à-dire les liens entre des disciplines scolaires, entre des matières, devrait-on dire, qui sont peut-être appelées à être moins cloisonnées. Hein, au fond, aucun domaine disciplinaire ne peut, alors c'est un choix, hein, ne peut considérer a priori qu'il est le lieu dans lequel la pensée critique doit s'exercer, et que ce soit dans l'école primaire ou même au second degré, même si bien évidemment certaines disciplines sont peut-être plus concernées, et certains enseignants sont plus concernés que d'autres, mais d'une manière qui peut être interrogée, parce qu'au fond, on peut considérer qu'aussi bien en sciences qu'en lettres, qu'en sport même, ou que de toute discipline est travaillée par des enjeux qui relèvent de ces problématiques d'éducation à l'esprit critique, de délibération, de conquête d'un sens commun par la parole et par la délibération, on pourrait dire démocratique. Donc, il y a tout un travail, effectivement, autour de ces liens entre disciplines, trans ou interdisciplinaires, et qui visent la construction de compétences réflexives, pour reprendre la formule de François Audigier, dans le cadre de démarches qui ne soient plus simplement, effectivement, transmissives, mais véritablement actives et voire expérientielles, comme le considère Joël Lebaume. Alors, dans ce cadre-là, les enseignants sont accompagnés, mais dans quelle mesure cela doit être considéré, notamment par rapport à un enjeu fondamental qui est le rapport aux normes. Dès lors qu'on vise non seulement à
à former l'esprit critique, mais aussi à éduquer à des comportements et des pratiques sociales qui soient compatibles avec un certain nombre de priorités qui ont été définies, ça n'est plus exactement la même chose que de transmettre des connaissances. Donc, ça pose la question pour l'école et les enseignants, finalement, au nom de quoi ces comportements ou ces bonnes pratiques de santé, d'usage des médias, évoluent-elles ou doivent-elles évoluer? Donc, il y a une dimension normative forte qui vise finalement aussi de manière plus ou moins explicite à disqualifier des comportements existants, ce qui implique, en tout cas dans une conception démocratique de l'éducation et de l'école, d'interroger la justification de ces ambitions et sur quel contrat social ils se fondent. Et de ce point de vue-là, on peut dire que, en tout cas, les études le montrent, que les enseignants s'adaptent à ces évolutions, pris le plus souvent eux-mêmes dans des espaces disciplinaires dans lesquels ils évoluent, mais sans que finalement ce contrat social soit à visée transformative, finalement, soit tout à fait clarifié pour eux-mêmes. Alors, du coup, ça pose, et j'en arrive à mon troisième point, qui sera le dernier, la question de la formation des enseignants. Comment, finalement, les enseignants sont-ils accompagnés, formés pour ces pratiques et comment capitalisent-ils des savoirs en la matière? Ce que les études montrent, ce que les recherches montrent au niveau européen, mais peut-être plus encore au niveau français, c'est qu'il y a une grande difficulté des enseignants à vraiment s'engager, à mettre en œuvre des approches interdisciplinaires. Et on voit un certain nombre de difficultés, évidemment, autour précisément de la mise en œuvre coopérative, collective, de dispositifs d'enseignement-apprentissage dans la classe visant le développement de comportements des élèves hors de l'école, hors de la classe. Et donc là, il y a des enjeux qui ne sont pas simplement de l'ordre de la posture professionnelle ou disons, de l'ancrage disciplinaire des personnes, mais qui renvoient fondamentalement à des choses dont probablement il faut se saisir, c'est-à-dire les savoirs de référence auxquels un certain nombre d'éducations A s'appuient. Ce qui donc implique une réflexion qui soit à la fois épistémologique, pédagogique, organisationnelle au sens de l'écologie de l'espace, des espaces et des temps scolaires, par rapport justement à ces évolutions. Et donc, de ce point de vue-là, la formation initiale ne peut pas l'ignorer, cette question-là, quand, il faut bien le considérer, l'observer, pour le moment, on reste quand même sur une approche assez timide, en tout cas sur le plan des curricula de formation des enseignants, probablement parce que ça en appelle aussi à des formes nouvelles. Comment, alors, le fait de s'inscrire dans une journée d'études, notamment portée par le CARDI, là, oblige, du coup, invite à réfléchir sur cette question, c'est la dimension de l'innovation, de l'expérimentation et de la liberté pédagogique pour mettre en œuvre des pratiques qui, disons, à la fois à l'intérieur des curricula disciplinaires, mais aussi d'une manière transversale, permet la capitalisation de pratiques innovantes en matière eh bien, précisément de mise en œuvre d'une éducation à l'esprit critique entre les disciplines. Donc là, il y a en formation initiale quelque chose qui est essentiel, qui est au fond, quelle pratique de formation existe ou doit-on mettre en œuvre pour préparer les enseignants ou les accompagner, on va y venir dans un second temps, précisément à l'exercice essentiel des délibérations démocratiques, c'est-à-dire cet exercice qui vise effectivement à permettre l'échange et la parole
entre les élèves, mais qui néanmoins ménage la possibilité qu'un savoir émerge de cela et qu'à l'issue d'un tel dispositif, eh bien, comment dire, les élèves ne partent pas chacun avec un savoir propre, une doxa propre. Comment arriver à passer justement de cet exercice nécessaire de délibération à la conquête commune d'un sens commun, d'un savoir formalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel en formation initiale et qui, de mon point de vue, doit constituer un objet à part dans la formation initiale et qui, là aussi, c'est un point de vue qui est partagé par un certain nombre de formateurs, de chercheurs sur ces questions, ne devrait pas être pensé comme à la fois une compétence et un enseignement à part. La question, encore une fois, de l'éducation à l'esprit critique concerne tous les enseignants et pas seulement, pour faire référence aux erreurs qu'on fait par rapport à l'éducation inclusive, à des enseignants spécialisés dans la formation à l'esprit critique ou tel ou tel domaine d'application de celle-ci. Ça oblige à penser, dernier point que je voulais mettre un peu en discussion, la question du développement professionnel continu. Et c'est quelque chose qu'on a notamment fait valoir dans le rapport qu'on a produit pour le CNESCO récemment, avec des chercheurs de l'INSPE. La question de la formation continue des enseignants, et ça a été notamment mis en évidence par les rapports, vous connaissez sans doute les rapports de Thalys sur la formation continue des enseignants régulière, et donc le rapport 2018 met en évidence les très nombreux obstacles qui existent en termes de mise en œuvre à la fois précisément de dispositifs de formation active fondés justement sur l'expérience des élèves, mais aussi, et donc ça c'est pas une surprise, en particulier chez nous, la grande difficulté à être dans des approches qui soient véritablement coopératives au niveau des champs disciplinaires concernés. Or là, il nous semble, en tout cas c'est un des éléments conclusifs de notre rapport, que la question de la formation continue et du développement professionnel des enseignants doit prendre en charge de manière très forte précisément la question de la construction de communautés professionnelles d'apprentissage, de communautés d'apprentissage professionnel plus exactement, situées, c'est-à-dire en donnant aux établissements une part décisive à la fois dans la maturation, dans le fait de rendre visibles des besoins locaux et un lien avec précisément des expertises qui peuvent être des expertises praticiennes, plurielles, mais des expertises aussi de recherche, qui peuvent intervenir de manière à accompagner précisément les enseignants dans la mise en œuvre collective de solutions à des problèmes qui s'expriment toujours localement. L'un des travers, bien souvent, de, de ces enjeux, c'est de considérer qu'au fond, de manière très classiquement verticale, on va mettre en œuvre localement des choses qui ont été pensées de manière détachée des contextes de leur expression. Or, en réalité, pour des gens qui travaillent, c'est toujours ici et maintenant que se jouent les problèmes et qu'à ces problèmes, il faut trouver des solutions adaptées. Donc, c'est évidemment la question du collectif qui se pose. Et plus largement, et j'en finirai là-dessus, ces enjeux de promotion aussi à la fois d'une éducation critique renvoient aussi à la promotion, à la défense d'une école démocratique et plus juste. Car on sait effectivement que certaines catégories, on pourrait dire, d'élèves, c'est-à-dire ceux qui sont les plus éloignés à la fois de la forme et de la culture scolaire, peuvent être et sont en effet plus exposés que d'autres à certaines difficultés dans le rapport à la vérité, dans le rapport au savoir, et parfois, comme l'évoquait d'ailleurs Charles, dans une velléité de distinction ou d'autonomisation ou d'individuation qui, hélas, les éloigne bien souvent disons, de l'actualisation de leur propre potentiel d'éducabilité. Et donc là, il faut effectivement veiller à ce que, à ces enjeux d'éducation à l'esprit critique, se double une attention particulière à des populations qui
sont particulièrement exposés à des pratiques sociales, que ce soit culturelles, d'information et de santé, puisqu'il y a beaucoup de choses aussi qui existent sur les inégalités de santé dans la consommation, dans les pratiques, que ce soit par rapport aux industries culturelles ou par rapport aux pratiques de consommation. Bon. Eh bien, tout cela, effectivement, doit concourir à la fois disons, à former des enseignants qui capitalisent des outils, mais aussi concourent aussi à une école plus équitable. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Anne. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, parce que j'ai des travaux dans ma rue, donc j'espère que ça ne va pas trop interférer. Régis, peut-être si tu pouvais mettre dans le chat le lien ou le rapport lui-même, ça pourrait être utile pour ceux qui sont intéressés. Comme promis, je vais le faire. Merci. Donc, également, merci pour votre invitation et je rappelle que notre proposition d'atelier concernait la promotion de l'esprit critique en éducation et particulièrement sous l'angle de l'articulation entre la recherche, l'éducation et la formation. En tant que chercheuse en sciences de l'information et de la communication, je vais m'intéresser maintenant plus particulièrement à la question de la culture de l'information à l'école. Dans quelle mesure est-ce que développer l'esprit critique peut passer par la culture de l'information à l'école? Donc pour ça, je vais commencer par vous proposer une réflexion sur quelques enjeux. Le premier, un enjeu de type informationnel, est celui des régimes de vérité aujourd'hui. Ce qu'on peut appeler régime de vérité, c'est-à-dire ce qui constitue nos critères pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je voudrais rappeler à quel point c'est compliqué aujourd'hui dans notre rapport à l'information, parce qu'on n'est plus seulement face à des institutions, des discours institutionnels d'un côté, des discours mass médiatiques de l'autre, mais on est dans un écosystème informationnel très, très complexe qui va modifier notre rapport à la vérité et notre perception des réalités et nos représentations. Et pour résumer très rapidement, du point de vue de l'information, on a un contexte d'une part de surinformation. L'école, les institutions, les médias ne sont plus les seules sources d'information et d'apprentissage. Donc, une grande quantité d'informations qui circulent très rapidement et qui est très massive. Deuxième question, c'est celle de la désinformation, c'est celle qu'on retient le plus souvent, c'est-à-dire la circulation d'une information qui est intentionnellement fausse, avec des énoncés délibérément trompeurs qui visent à faire croire du crédible et de l'acceptable, souvent dans un but politique et dans le contexte qui le permet. Alors, on a de multiples exemples. Vous avez peut-être vu en début de semaine le reportage qui critique le documentaire Hold Up, hein, qui le déconstruit, mais également toutes les stratégies, par exemple aux États-Unis de QAnon, toutes les fake news, tout ce qui relève de la rumeur, de la propagande, du complotisme, de la post-vérité, etc. Et puis, on oublie un peu aussi souvent la mésinformation, c'est-à-dire les informations qui sont erronées, mais pas de façon intentionnelle, parce qu'un journaliste s'est trompé, a mal compris, parce qu'on a mal interprété un graphique, etc. Et il y a aussi beaucoup de phénomènes de mésinformation. D'un côté. De l'autre, on a des discours sur l'entrée dans l'information, sur les apprentissages avec l'information, des discours qui circulent beaucoup, notamment dans les médias. Et je pense particulièrement aux discours sur les digital natives, les natifs du digital, le fait que les jeunes aujourd'hui seraient tous, étant nés dans un contexte dès le départ marqué par les écrans et le numérique, seraient nécessairement à l'aise. Très proche, la petite poussette de Michel Serres, hein, l'idée que puisque les jeunes ont l'information à leur disposition, ils ont le savoir, ils peuvent rentrer dans les savoirs beaucoup plus facilement. À l'opposé de ça, le mythe du crétinisme digital, et je reprends l'expression de Michel Desmurger qui a fait
un best-seller avec un ouvrage sur les dangers des écrans, ou encore plus récemment, l'idée d'apocalypse cognitive qui circule avec Gérald Bronner et qu'on entend aussi beaucoup. Donc, on a les deux types de discours qui s'opposent, évidemment qui amplifient ce sentiment d'un danger autour de l'information et de la complexité des régimes de vérité. Des enjeux épistémiques ensuite et cognitifs. Face à ces problèmes posés par la circulation et la réception de l'information, on a deux attitudes possibles. L'une qui est le positivisme, revenir à la science, revenir aux faits, remettre la science au cœur de l'évaluation de l'information. C'est ce que nous propose Poincaré, par exemple, quand il nous dit que la pensée critique, c'est la soumission aux seuls faits dans la démarche scientifique, et c'est une forme d'arrachement aux contraintes idéologiques qui relèvent, qui construisent le dogmatisme, la tyrannie, ou encore un arrachement aux contraintes psychologiques, tout ce qui relève des biais et qui soumettent notre raison à dure épreuve. Donc, le retourner aux faits, ça serait une solution. Deuxième solution, le constructivisme, qui consiste à dire il faut, pour comprendre ces questions de vérité, considérer des dimensions culturelles, sociales et cognitives également. C'est ce que nous rappelait la conférence introductive et qui était extrêmement intéressante. Et je voudrais aussi rappeler le fait que ça n'est pas nécessairement incompatible. Ce n'est pas parce qu'on s'intéresse aux dimensions cognitives qu'on doit oublier les dimensions sociales et culturelles, par exemple. Je pense que l'éducation doit relever de la totalité, de la complexité de ces dimensions. Alors, la question, est-ce qu'il faut revenir sur les faits, sachant que malgré tout, le jugement scientifique, il relève bien sûr de faits, de l'observation de faits, mais aussi, malgré tout, de valeurs. Quand on agit, on fait des choix et on se base sur des faits et sur des valeurs. Ces choix sont des choix individuels, motivés par la subjectivité, d'un côté, par notre rapport à la réalité, notre affectif, nos émotions, etc. Mais ce sont aussi des choix politiques collectifs. Et on peut décider collectivement que la démocratie est préférable à la tyrannie ou que la liberté d'expression est préférable à la censure. On peut, mais on n'est pas obligé. Certains régimes vont considérer que la tyrannie de celui qui a été élu est préférable parce qu'il a sans doute plus raison que les autres, ou encore que la censure est souvent nécessaire. Donc tout ça, ce sont des choix collectifs dont il faut prendre conscience. Alors finalement, l'esprit critique fait appel à une attitude face à l'information qui peut être rapprochée d'une démarche scientifique, s'appuyer sur les faits, mais qui fait aussi appel à des valeurs qui sont l'objet de débats. Et ça, j'ai relevé par exemple un extrait de texte d'Eduscol qui présentait l'éducation morale et civique. Et typiquement, l'éducation morale et civique renvoie l'esprit critique à des valeurs et même à la morale. On trouve dans le texte l'idée que, je cite, « Ainsi l'élève acquiert une conscience morale lui permettant de comprendre, de respecter et de partager des valeurs humanistes et de solidarité, de respect et de responsabilité. » L'esprit critique, et là il s'agissait de développer l'esprit critique. Donc l'esprit critique, ce n'est pas seulement rappeler les faits, contourner les biais mathématiques, etc. C'est aussi faire des choix qui relèvent de valeurs. Donc finalement, on a deux attitudes qui sans doute sont complémentaires et qui sont possibles. Apprendre à construire des critères de confiance dans l'information pour former son propre jugement, évaluer. Et cette question de la confiance, elle est fondamentale. D'ailleurs, elle est très utilisée par la psychologie cognitive. Mais aussi apprendre à accepter l'incertitude, apprendre à accepter le fait que toutes les questions n'ont pas de réponse définitive et relèvent parfois de choix éthiques, sociaux, politiques. Enfin, on pourrait ajouter l'attitude de la réflexivité, le développement de la conscience de ses propres processus de pensée qui est aussi également fondamental. Alors, finalement, quelles sont les questions qui sont en jeu autour du développement de l'esprit critique ? Il me semble qu'il y a trois questions fondamentales. La première, c'est une question de culture et pas seulement une question de compétence.
La culture, c'est s'intéresser à la culture, c'est s'intéresser aux pratiques véritables des enfants et des adolescents, à leur univers, à ce qui les intéresse, à ce qui les mobilise, à ceux qui créent des émotions, et pas seulement s'intéresser aux compétences. Mais ça veut dire aussi s'intéresser à la culture, s'interroger sur ses propres raisonnements. Donc, avoir une approche anthropologique des pratiques d'information, une approche qui s'intéresse aux représentations, aux imaginaires, aux stéréotypes, aux systèmes de valeurs. À ce que une de mes collègues, Anne Cordier, chercheuse en sciences de l'information, nomme de façon très juste l'être au monde informationnel. L'esprit critique, il se construit chez quelqu'un qui construit un être au monde informationnel qui est complexe. Donc, une question de culture et pas seulement de compétences, une question de production, de traitement, de réception de l'information et pas seulement des processus cognitifs. Deuxième point, me semble-t-il, à interroger, c'est une question de sens et pas seulement de technique. Et là, je voudrais attirer l'attention sur le problème des propositions assez simples qui sont souvent faites pour les enseignants, pour les éducateurs, qui sont inspirées du journalisme, par exemple le fact-checking, le décodage, avec des outils tout faits et très pratiques et très efficaces et intéressants, comme le décodex ou ce que Charles nous a montré tout à l'heure. Le problème de ces outils, me semble-t-il, est qu'ils souvent nous donnent le sentiment qu'on peut faire l'économie de l'interrogation sur le sens donné à l'information, sur la réflexion sur les systèmes de valeurs, sur les raisons pour lesquelles cette information circule, sur les dimensions économiques, éthiques, politiques, qui expliquent cette production et cette circulation de l'information. Donc tout ce qui relève du fact-checking, de la vérification des faits, ou encore du debunking, l'invalidation des rumeurs. Tout ça, c'est très intéressant, mais ce sont des outils, c'est une boîte à outils, et il faut connaître, me semble-t-il, les plans, ce qu'il y a derrière, le sens. Troisième proposition, l'esprit critique, c'est une question de confiance et pas de défiance. C'est d'abord une question de confiance et pas seulement de défiance. C'est le problème de la critique systématique des théories du complot. Alors, et bien entendu, j'adhère totalement à la critique des théories du complot, mais je pense qu'il faut faire attention en éducation, quand on est avec des enfants jeunes et moins jeunes, faire attention à ne pas donner le sentiment qu'il faut se méfier de tout. Et qu'il ne faut pas oublier de transmettre également les bases de critères de confiance dans la réflexion, sur les critères d'évaluation de l'information. Par exemple, se demander qui parle, sur quoi repose l'autorité, qu'est-ce que c'est que l'expertise, pourquoi on parle, quel est le système d'intention, quelles sont les stratégies derrière les discours, pour dire quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots et comment on le fait, quelle est la rhétorique de ces discours, mais également quelle est la rhétorique dans les images, quelles sont les symboliques des images. Toutes ces questions-là, me semble-t-il, sont importantes. Et il faut, me semble-t-il, éviter de se focaliser sur les phénomènes médiatiques trompeurs, comme les fake news, les théories du complot, et tout ce qui est discours de défiance, qui finalement plaît beaucoup, par exemple, à l'adolescence, puisque l'adolescent, et Charles le disait, les théories du complot, les adolescents, ils sont très, très perméables, parce que, naturellement, ils ont tendance à avoir envie de bousculer le monde adulte, de bousculer les cadres, et c'est normal. Mais il me semble que, justement, à cause de cette tendance presque naturelle à la défiance, il est important de construire les bases de la confiance, et dans un écosystème qui est complexe et qui est anxiogène également, et qui est souvent fait d'incertitudes. Typiquement, la situation que l'on vit actuellement, le Covid, c'est une situation d'incertitude dans laquelle on a tendance à chercher, pour se rassurer, des réponses toutes faites et à refuser le fait qu'il n'y en a pas encore ou qu'il n'y en aura peut-être jamais. Donc, me semble-t-il, construire la confiance, c'est vraiment important. C'est d'ailleurs ce que rappelle le rapport Pasquinelli. C'est un rapport fait par des chercheurs qui travaillent autour de la main à la pâte, qui se sont intéressés aux dimensions cognitives de l'esprit critique et qui rappellent que l'esprit critique est naturel et culturel, les deux. C'est-à-dire que les enfants, tout à l'heure Grégoire Bors le disait, les enfants, quand on leur montre quelque chose de pas très logique, ils critiquent. Donc, ils sont naturellement critiques, mais c'est aussi culturel, l'esprit critique, ça s'apprend.
L'esprit critique, ça nécessite une forme d'expertise, d'évaluation d'informations, là aussi qui sont construits à l'école, notamment avec le professeur documentaliste, mais comme l'a rappelé Régis, avec tous les enseignants. L'esprit critique, c'est aussi un esprit qui se développe avec le développement des connaissances elles-mêmes. On ne peut pas tout critiquer quand on ne sait pas grand-chose du monde, parce que tout simplement on est jeune et que l'apprentissage se fait sur le long terme. Et puis, là aussi, je rebondis sur le discours de Grégoire Borst. L'esprit critique, ça s'appuie beaucoup sur la connaissance de nos propres aspects cognitifs, sur la connaissance de nos propres raisonnements. Donc là aussi, c'est quelque chose qui se construit. Alors, finalement, quel est le rôle de l'école là-dedans? Il me semble qu'il y a 3 volets. Le premier, qui a 3 volets pour construire cette confiance. Le premier, qui a un volet qu'on peut qualifier de propédeutique, de préparation aux apprentissages, et qui relève de l'éducabilité et de la réflexivité. Donc, construire la confiance, c'est s'intéresser à l'apprendre à apprendre, aux dimensions cognitives, métacognitives, à la conscience des risques liés à l'évaluation de l'information, aux dimensions épistémologiques et sociales. Un volet également éthique et politique. Nécessairement, l'esprit critique repose sur une culture de l'information qui met en jeu des systèmes de valeurs dont on prend conscience dans l'évaluation des préjugés, des arguments d'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Des notions comme le conformisme. C'est aussi, du point de vue éthique et politique, la prise de conscience de la diversité, de la pluralité et des rapports que nous avons au pouvoir, donc le rôle du groupe social, les représentations que nous avons des pouvoirs établis, la distinction entre les autres et nous-mêmes. Et du coup, l'importance du débat, l'apprentissage de débattre en respectant les autres. Et puis, il y a un volet qui est souvent oublié, mais qui effectivement ne doit pas être survalorisé, mais qui a quand même de l'importance, c'est le volet technique. Aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est fait largement de numérique, donc comprendre les modalités de construction, d'accès, de circulation, de traitement de l'information, c'est aussi important. Les dimensions de l'intelligence artificielle, le rôle des algorithmes, l'investissement des formes, la compréhension des formats médiatiques et leur efficacité rhétorique. Je pense par exemple aujourd'hui à l'importance de l'image, de la vidéo, au choix de certains formats qui sont très courts et très percutants. L'apprentissage également des dimensions sémiotiques des documents, des codes, du design de l'information à travers les infographies. Et là aussi, Charles nous rappelait le fait que quand on s'appuie sur des chiffres, on a l'impression que c'est beaucoup plus vrai. Et effectivement, les infographies qui reposent sur des chiffres, c'est toujours extrêmement satisfaisant en apparence, mais ça nécessite des compétences de déconstruction. Donc, malgré tout, investir les outils et éduquer au numérique, c'est important. Alors finalement, l'esprit critique, me semble-t-il, c'est d'abord un esprit d'enquête. Et là, je reviens à un philosophe américain qui m'est cher, John Dewey, pour qui la base de l'éducation, c'est la construction d'un esprit d'enquête dans des situations authentiques. Il me semble que rester dans le jeu ou dans des situations purement scolaires, ça peut poser problème. Les situations authentiques, c'est-à-dire les questions réelles, les questions qui touchent véritablement chacun sont importantes. Et John Dewey nous dit que c'est vraiment en lien, ce développement de l'esprit d'enquête, avec le citoyen de demain. Pour Dewey, le citoyen, c'est d'abord un enquêteur, c'est un chercheur. Je trouve que c'est évidemment très utopiste, mais c'est quand même très un horizon qui personnellement me plaît beaucoup, cette idée que l'école doit former des futurs chercheurs citoyens. Alors, le problème, c'est que cette formation du futur enquêteur, elle se déroule comme l'a présenté tout à l'heure Régis, dans un système, dans un format scolaire qui est a priori peu propice à ce développement de l'esprit critique, parce que finalement, développer l'esprit critique, c'est se mettre en question, c'est se mettre en danger, c'est se mettre à l'épreuve, c'est accepter cette mise en danger, accepter pour l'enseignant d'être dans une situation qui n'est pas totalement maîtrisée,
accepter de laisser la place à l'incertitude, alors qu'on forme quand même, nous le savons bien, nous, à l'INSPE, on forme d'abord des gens qui maîtrisent des savoirs disciplinaires et les didactiques de ces savoirs. Et pour ça, la culture de la formation des enseignants en France est différente d'autres pays. Du coup, c'est très intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Vous rappeliez la Finlande, qui a un système totalement différent, mais aussi les États-Unis ou même l'Amérique du Sud, dans laquelle on va développer ce qu'on appelle la littératie critique chez les élèves, hein, la capacité à critiquer, à remettre en question, etc. Tout ça, c'est quand même assez loin de l'éducation en France. Et puis, il me semble qu'en France, quand ça revient à tous les enseignants, finalement, ça revient à personne. Quand c'est transversal, personne ne s'en empare, ou très peu. Et puis, l'esprit critique, on a beau en parler, mais on en parle beaucoup. Et le fait que cette journée du Cardi soit dédiée à l'esprit critique est parlant, hein. C'est une question fondamentale. La rectrice l'a rappelé tout à l'heure. C'est mise en avant. Et pourtant, quand on va dans les établissements scolaires, on le voit quand même très peu. Et ce n'est pas une question de volonté des enseignants, parce que je pense qu'ils sont tous très conscients de leur responsabilité, de ce qu'il faudrait faire. Mais il y a une espèce de sentiment d'impossibilité de faire tout ça. Et j'y pense, j'étais hier dans un établissement avant-hier, dans un lycée où on m'expliquait qu'en temps de Covid, les élèves étant une semaine en alternance chez eux et au lycée, finalement, ce qu'on avait décidé de supprimer dans le programme d'histoire géo, puisqu'on ne peut pas tout le faire entièrement, c'est l'éducation morale et civique, donc tout ce qui est autour de l'esprit critique. Là, c'est la première chose qu'on va supprimer. On a supprimé également, mais ça c'est un choix politique, on a supprimé les TPE, qui était également une façon de mobiliser son esprit critique. On a pratiquement supprimé les EPI dans les collèges et finalement, on ne trouve pratiquement jamais de temps pour l'EMI, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Alors, au lycée, c'est très criant. Tous les professeurs documentalistes que je connais me disent on faisait de l'EMI avant. Ça fait 2-3 ans qu'on en fait moins parce que c'est la réforme du lycée, c'est compliqué, on ne sait pas où on va, etc. Éducation aux médias et à l'information, c'est quand même l'occasion de travailler sur l'esprit critique. Alors, je ne suis pas totalement pessimiste, il y a quand même beaucoup de projets, des projets qui engagent l'interdisciplinarité, la littératie critique, l'ouverture internationale aussi. C'est intéressant de travailler entre plusieurs classes sur cette question de l'esprit critique, qui engage également des collaborations avec les collectivités territoriales et puis avec des institutions comme le CLEMI et bien entendu les laboratoires de recherche. Alors se mettre en quête dans une démarche qualitative, j'ai choisi pour terminer quelques propositions de situations de recherche et d'éducation qui peuvent nous engager à réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai mis les liens tout à l'heure, je les ai mis trop tôt, je voulais les mettre plus tard, mais je les ai mis un peu trop tôt. Des propositions dans plusieurs directions. La première, c'est créer des situations critiques réelles. Et la proposition, c'est l'analyse des controverses et la cartographie des controverses qu'a développé Bruno Latour dans un projet dont je vous ai mis le lien. Travailler autour de questions vives, c'est-à-dire de véritables questions de débat, évidemment qui sont adaptées aux différents âges de la scolarité, pour favoriser des recherches réelles dans un écosystème d'information complexe, réel, avec une certaine prise de risque et en provoquant une réflexion sur ses propres pratiques, sur la construction des connaissances et sur l'analyse des arguments pour justement en avoir un regard critique. C'est une première piste qui me semble intéressante. Deuxième piste, c'est revenir à des situations constructives de construction des connaissances scientifiques. Donc, entrer dans la démarche scientifique, c'est ce que proposent par exemple les Saventuriers. Et l'un de nos collègues en sociologie travaille sur un projet, les Saventuriers de la sociologie. Donc, ce n'est pas seulement les Saventuriers des sciences physiques, des SVT ou des mathématiques, il y a aussi des Saventuriers des sciences humaines et sociales. Donc, ça consiste à engager les élèves dans des projets de recherche avec des vrais chercheurs.
à côté de ça, on a aussi le mouvement des zététiciens, la zététique, qui me semble un peu plus limité dans son choix de critiquer et d'opposer des arguments scientifiques à des propositions pseudo-scientifiques ou totalement non scientifiques. Je pense que c'est intéressant, mais rentrer dans une véritable démarche scientifique, c'est plus intéressant. Et puis enfin, le développement de situations et d'expériences créatives et collaboratives qui engagent une véritable communication pour évaluer des idées dans la résolution de problèmes, confronter des points de vue, partager des ressources. Donc, tout ce qui concerne la fabrication de l'information par les élèves, par exemple, la construction d'infographies ou de cartographies à partir de données brutes, ou encore la création de situations de communication réelles, les web radios, le journal, etc. Toutes ces situations me semblent être des occasions de réflexivité et de mise en jeu de ses propres pratiques d'information qui sont particulièrement intéressantes. Alors, c'est évidemment sur ces situations-là qu'on essaye de travailler autour de la formation des futurs et des déjà enseignants. Et que personnellement, je continuerai de travailler avec, dans l'idée de développer la culture de l'information chez tous. Voilà, donc merci de votre attention. On va demander à Marie peut-être de nous faire un... Marie, il faut activer votre micro. Absolument, c'est fait. Excusez-moi. Je remercie nos 3 intervenants de leurs interventions aussi complémentaires que riches les unes que les autres. Je remercie aussi tous les gens qui ont participé au chat et qui ont donné des informations. Monsieur Mallet, merci pour tous les liens et les documents que vous nous avez apportés en complément de votre intervention. Je vais faire très bref, il n'y a pas eu beaucoup de questions évidemment dans le chat puisque vos interventions étaient somme toute parfaitement claires et complètes pour l'ensemble des intervenants. Mais moi, j'ai une petite question qui va venir un tout petit peu peut-être interroger quelque chose. Ma toute petite question, elle est sur justement dans la formation. D'abord, quand vous avez évoqué, Madame Lémence, très justement le fait que l'esprit critique est une question de confiance et pas de défiance. Je pense que la question de confiance et pas de défiance, elle est aussi à poser aux futurs enseignants. C'est pas simple pour eux d'avoir confiance en eux pour aborder ce type de problématique. Aussi, deuxième chose que je voulais aborder, c'est que la mise en pratique dans le contexte classe, par exemple, de débats citoyens, comme ça a été suggéré très intelligemment dans le chat, n'est pas toujours aisé, justement, pour les enseignants, notamment lorsqu'on enseigne soit dans le premier degré, soit dans le second degré. Le premier degré implique une prise en charge globale, interdisciplinaire souvent et globale. Et de ce fait, les enseignants sont peut-être amenés plus simplement à trouver du temps pour mettre en pratique ces choses-là. Dans le second degré, effectivement, comme vous l'avez évoqué, Madame Lémence, la formation est très disciplinaire, très didactique sur le fond de la discipline. Et justement, les apports un petit peu transversaux, comme ce type de problématique, ne sont peut-être pas suffisamment mis en avant dans la formation initiale et continue pour que les enseignants s'approprient les outils au sein de disciplines un tout petit peu effectivement cloisonnées. Et ça, Madame Lémence, vous l'avez très justement mis en avant. Les pratiques interdisciplinaires ou transversales dans le second degré sont souvent des affaires de connivence entre collègues et pas suffisamment probablement formalisées d'un point de vue institutionnel pour que ce soit à l'avantage des élèves. Voilà. Je vous laisse éventuellement reprendre ce que je viens de dire si vous le souhaitez. Madame Lémence, Monsieur Mallet, Monsieur Mercier. Non, rien à ajouter. C'est très, très rapidement. Je laisserai la parole à Régis très vite. Vous avez raison, c'est beaucoup une question de temps. J'ai parlé un petit peu du temps, mais c'est vraiment énormément une question de temps. Et vous avez raison aussi que la question de la confiance n'est pas du tout simple. C'est pas parce que je le dis que je considère que c'est simple. La confiance dans l'information
parce qu'on se repose sur des critères qui sont maîtrisés dans ton conscience, c'est important, mais il y a aussi la question de la confiance en soi, le fait de se sentir capable de faire face à des situations qui sont potentiellement conflictuelles, c'est ce que je disais, qui mettent en danger, qui mettent en jeu sa posture d'enseignant. C'est très délicat et c'est logique que des jeunes enseignants aient un peu peur de faire face à ça. Ceci dit, il me semble qu'en accompagnant les stagiaires en documentation, par exemple, ils ont souvent peur je disais, organiser un débat en classe, c'est compliqué. Les débats, c'est vrai, c'est compliqué. Mais quand ils le font et que ça marche, ils sont souvent vraiment extrêmement satisfaits et se disent que ça a été d'une grande richesse. Et je me souviens avoir vu il y a quelques années un documentaire sur philosopher à l'école maternelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il me semble que cette question du débat, de décortiquer les questions, de les comprendre, ça se construit vraiment sur du long terme et dès l'école maternelle, cette posture d'interrogation et d'enquête. Mais c'est compliqué tout ça, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. J'irai vraiment dans le même sens. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Anne. Un des éléments clés, je pense effectivement, c'est lorsqu'on parle de soutien. Vous avez raison, la question de la confiance, de la défiance est un élément central pour que les enseignants s'engagent et pas s'enfiler dans des démarches qui les exposent finalement à des dérives où finalement la situation est peut-être moins maîtrisée, moins contrôlée. Et donc là, ça suppose véritablement un travail de fond et un des éléments qui est précieux dans l'accompagnement des enseignants pour, par exemple, mettre en place des dispositifs ou des débats dans le cadre de la classe, c'est le temps. Le temps est un moyen essentiel. Je veux dire, en réalité, si l'un des éléments que montrent les rapports d'Olivier Molini et le nôtre, justement sur le développement professionnel des enseignants, c'est que ce précisément où les enseignants ont un sentiment à la fois de confiance, mais aussi d'efficacité, le sentiment d'efficacité, le sentiment que son travail a des effets, ça passe par la revitalisation des collectifs, c'est-à-dire travailler avec les autres et pas seulement sous le regard des autres. Donc sortir de cette conception très cellulaire qui finalement éceule les enseignants et les rend parfois impuissants ou même les rend, comment dire, peu enclins à socialiser les difficultés qu'ils rencontrent. Donc ça, ces éléments-là, ils passent par un capital temps. Et en fait, dans les pays dans lesquels justement on crée des espaces temps de formation, c'est-à-dire y compris par la banalisation de semaines, etc., de créer les conditions pour que cette question soit véritablement prise au sérieux, c'est là que ça évolue de manière de plus visible. Ensuite, l'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'enquête qu'évoquait Anne tout à l'heure. Il y a toute une littérature, alors là aussi, dans les rapports qu'on a émis, on y fait référence, la logique de formation par l'inquiry, c'est-à-dire très marquée par, justement par le modèle de Dewey, pragmatique, c'est-à-dire au fond, pas seulement former des futurs citoyens, mais former des enseignants, c'est former des enseignants-chercheurs, pas des enseignants-chercheurs comme nous, mais des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas être dépositaires d'un savoir une bonne fois pour toutes, mais véritablement nourris par une formation qui va leur permettre d'interroger, de questionner et de partager précisément leurs dilemmes professionnels pour aboutir à des solutions parfois modestes, mais en tout cas situées. Le problème d'une formation, certaines dérives de la formation, on le sait, c'est parfois en tout cas c'est ce que les enquêtes internationales montrent, Thalys en particulier, c'est un décrochage complet entre les besoins réels des enseignants et puis les formations qu'ils reçoivent ou qu'on leur propose. Et donc il y a tout un travail d'aller chercher finalement ces besoins, de les saisir et de former des accompagnants, des enseignants-chercheurs qui peuvent, sur le modèle que les Allemands qualifient de cascade, par cascade, peut irriguer des pratiques collectives dans des établissements. Donc je pense qu'il y a vraiment des enjeux autour de ça qui accompagnent aussi d'une certaine manière ces préoccupations de faire que l'enseignant puisse s'engager non pas tout seul, non pas esselé, non pas s'enfiler, mais avec des soutiens
finalement qui vont être à la fois locaux et puis bien sûr ceux de l'employeur, par rapport à des pratiques qui, bien évidemment, l'exposent. Et la question de la délibération, de faire parler les élèves, hein, on n'est plus dans le temps où plus les élèves se taisent, mieux ils apprennent. On est dans une logique où véritablement il faut que la parole sorte. Et comment on crée les conditions pour accompagner les enseignants dans cette délibération, dans ce travail délibératif dans la classe, qui néanmoins ménagent leur autorité d'enseignant. Donc là, c'est un travail, évidemment, c'est un travail massif qu'on envisage là, mais qui est essentiel par rapport aux questions qu'on discute aujourd'hui. Je crois que Vincent Liquette voulait faire une remarque. Aimerait faire une ou deux remarques. On va laisser parler Monsieur Mercier et Monsieur Liquette prendra la parole. Non, je voulais derrière. juste rajouter par rapport à la formation des enseignants que on avait trouvé en fait dans le plan de formation un espace en créant un séminaire de recherche pour pour la mention premier degré esprit critique qui a attiré une petite dizaine d'étudiants, mais c'est vrai que ça ne fait pas partie des priorités stratégiques d'étudiants qui ont un agenda structuré par un concours en Master 1 et les difficultés d'une prise en classe d'un groupe en Master 2. Mais il y a voilà, des petits interstices qui permettent une approche transversale en termes d'esprit critique. Il va falloir travailler sur les interstices. Alors, Monsieur Liquette, nous vous écoutons. Oui, je voulais réagir. D'abord, remercier les trois collègues de leur intervention riche, variée, complémentaire. Et enfin, moi, je vois beaucoup d'espoir aussi, quand même, parce qu'on a trois spécialistes de trois disciplines différentes qui, finalement, tuilent et articulent des lectures disciplinaires et complémentaires les uns les autres. Non, je voulais revenir juste, c'est pas vraiment des questions, mais c'est une ou deux remarques par rapport à ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je crois que, bon, vous disiez que l'importance pour l'enseignant d'avoir confiance en lui pour s'engager autour de l'esprit critique et de l'analyse de l'information, mais à sa décharge, je veux dire que, d'ailleurs c'est intéressant parce que Charles est entré par l'importance du document, etc. Mais si ce n'est que, effectivement, quand même, la situation, elle a changé sur une échelle de temps très rapide, puisque à la fois toute une partie des critères et des éléments un peu stables qu'on avait autour de l'analyse du document sont complètement chamboulés avec non seulement l'Internet, mais les phénomènes de fake, etc. Et donc, finalement, c'est très difficile de former sur des objets instables pour lesquels on n'est même pas en capacité, en tant que spécialiste, de pouvoir tout décrypter presque en temps réel. Donc, c'est quand même une vraie prise de risque. Donc, je crois que l'enseignant, il faut qu'il ait confiance en lui, mais il faut aussi qu'il accepte vraiment dans cette instabilité d'accepter de prendre des risques. Puis la deuxième remarque que je voulais rappeler, c'est que il me semble que quand on reprend l'histoire au moins des 40 dernières années autour de l'information, le document, l'analyse des médias, etc., héritage de Gonnet depuis le Clémy des années 80, c'est le fait que finalement, il y a tout un ensemble de critères qu'on a mis en avant pour former les élèves qui éclatent complètement, quoi. Le premier, c'est celui de la sacro-sainte objectivité de l'information journalistique, où on voit que ce principe-là d'objectivité en soi n'existe pas. C'est par l'esprit critique, c'est par le croisement des sources, l'intersubjectivité journalistique, etc., qu'on arrive à se rapprocher, entre guillemets, d'une forme peut-être de vérité ou en tout cas de relativité, dans le sens de relayer un fait événementiel, etc. Et de la même manière, nous en documentation, là je voyais des collègues qui disaient se rapprocher des professeurs documentalistes, etc. C'est très bien, mais pareil, les professeurs documentalistes ont formé au document, etc., avec des présupposés qui nous ont quand même mis en difficulté. Je pense à la maîtrise de l'information. On a 15 années de méthodologie de maîtrise de l'information qui ne marche plus, plus du tout pour expliquer les genèses et la diversité finalement des phénomènes de fake, mais aussi de désinformation, de contre-information, d'informations récurrentes non maîtrisées. Voilà, donc en fait, on est sur un terrain particulièrement instable. Et à mon avis, et là je rejoins complètement notamment Régis et Anne, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, la seule alternative, c'est peut-être de laisser du temps, d'inscrire ça dans les temps de formation, comme disait Régis, des semaines peut-être, ou des moments où on se pose un petit peu, et puis effectivement le croisement disciplinaire, parce que je crois qu'on va rentrer, et on entre déjà, mais on rentre avant tout dans une phase de déconstruction des phénomènes de production de l'information et des documents,
avant même de commencer à pouvoir former, y compris peut-être la dimension de l'esprit critique. Et c'est vrai que l'esprit critique a cette vertu peut-être de, vous l'avez très bien dit, hein, d'instiller en permanence le doute, etc. Et juste pour finir sur cette question du doute, moi j'aime bien prendre cet exemple de la période Covid autour des anti-vaccins et des pro-vaccins, enfin ceux qui sont hyper scientifiques dans leur posture. Rappelez que dans un rapport informationnel extrêmement différent, ceux qui vont chercher l'information, la contre-information, qui vont réconforter le fait que se vacciner c'est dangereux, et ceux qui sont hyper documentés et hyper informés sur les variantes, les risques, les protocoles, la faiblesse des protocoles scientifiques engagés pour vérifier, on a des personnes qui sont radicalement opposées dans le rapport à l'information, entre l'hyper-rationalité scientifique et le doute permanent, polémique, etc. Et au bout du compte, on obtient à la sortie à peu près la même attitude, qui ont été relayées par les médias, etc., de faire qu'il est urgent de se vacciner, mais surtout on attend. Et donc on voit que finalement, avec des postures très différentes, on obtient parfois des postures et des actions qui sont presque identiques, au moins pendant quelques temps. Donc là, il y a un vrai chantier autour de l'information à relancer. Enfin, moi, je serais plutôt dans la relance, parce qu'il me semble que les années 80-90 étaient beaucoup plus ambitieuses dans le rapport analytique aux médias à l'époque, hein. Peut-être que nous le sommes actuellement entre une politique de surface et la réalité de ce qu'on fait dans la pratique quotidienne finalement de la classe et de la construction de l'esprit critique. Merci. Bien. Je vous remercie à tous. Je remercie surtout nos 3 intervenants pour la qualité extraordinaire de ce qu'ils ont pu nous donner ce matin. Merci d'être venus à cette demi-journée de l'Acadie. Et je vous souhaite vraiment à tous une bonne continuation. Revenez cet après-midi, ce sera vraiment formidable. Voilà. Merci je à vous vous. souhaite à tous Merci. un bon appétit Oui, et vous dis à très bientôt. bon travail. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.